une Afrique unie. Si l'idée coule son front, au-delà ou au-dehors, des mots circulaires en pas, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. La question de la gouvernance locale. Parce que ce qu'on voit effectivement dans toutes les... excusez-moi. Ce qu'on voit, c'est sûr que dans le Mali est resté tellement longtemps, il y avait des régions qui échappaient complètement au contrôle de l'État. On le voit bien dans le Massina, dans certaines régions comme Farabougou et ses alentours. J'avais évoqué un tout petit peu la zone de Kidal qui était un peu spécifique et particulière. Mais dans ces régions-là, il y a des allégeances nouvelles qui avaient pris le relais de l'État. Et ces allégeances-là, souvent des chefs religieux ou des chefs des dozos qu'on voit dans la junte d'Ancas. Donc ces gens-là ont créé des nouvelles légitimités avec des systèmes différents et qui rentrent en concurrence souvent avec l'État central et le modèle légal rationnel que l'État veut impulser. Donc ça passe comment? Pour sortir de ces situations, il faut une discussion, il faut des échanges, il faut trouver des moyens de rentrer en relation avec ces leaders. Et je pense que le Mali a très bien fait d'ailleurs à un certain moment de reconnaître certains leaders religieux traditionnels en leur donnant les effigies et en les mettant devant la scène pour essayer de ramener justement le pouvoir à l'intérieur du pays. Mais c'est sûr que ça passe par des frictions et il y a quelquefois des conflits qui sont pas à éviter, mais ce sont des questions aussi qui vont se régler avec la décentralisation quand on aura des ministres, des mairies, des élections, des responsables locaux qui seront mandatés de manière légale par l'autorité centrale. Mais c'est sûr que c'est un des enjeux, et puis je ne vais pas évoquer la crise climatique et les enjeux climatiques dans le Massina notamment, entre agriculteurs et sédentaires, entre Dogon et Peul. Et tout ça a été aussi ravivé par le djihadisme et les guerres entre communautés, mais qui ont été souvent instrumentalisées. Donc c'est une instrumentalisation qui a aggravé les situations, mais on est quand même la chance justement d'être un pays qui a une longue tradition, qui n'a pas versé dans les massacres, comme on voit souvent en Afrique centrale ou en RDC. Le Mali a une longue tradition des Djatiriya, des Sinangouya, donc toutes ces valeurs-là ont été mobilisées et qui ont limité un peu les dégâts, même si ce sont que vers Sabo, Sobaneda, il y a eu des situations qui étaient quand même épouvantables. Qui est en crise, qui se cherche, les États-Unis dont on ne sait plus où situer, avec un président totalement impromptu, on le voit dans sa relation déjà complexe avec le Canada, et qui ont des actes sur le plan international totalement décousus. Donc tout ça met l'Afrique en perspective. Donc ça nous donne une opportunité unique pour se positionner. Et je pense que les pays de l'AES, dont le Mali, ont compris cet enjeu-là. Et c'est cet enjeu qu'il va falloir travailler, transcrire, pour que ça puisse bien sûr profiter à nos populations. Donc ça, c'est le cœur de ma présentation. Alors, c'est sûr que j'ai intitulé la conférence « Comment se prendre réellement en main ». Pourquoi? Parce que les défis qu'on a aujourd'hui dans l'espace sahélien, malien, africain, sont des défis d'indépendance, des défis d'émancipation et des défis donc de souveraineté. Et toute l'histoire du Mali le montre. Là, le Mali, depuis 1960, a toujours eu un ancrage sur ces questions-là. Alors, je vais rapidement balayer, on a vu, donc, je partirai du discours de Modibo Keïta, donc le 22 septembre 60. On a Sabou Siré, bien sûr, 22 septembre, Sabou Siré, 1878,
qui est un peu le symbole justement de l'affrontement entre les populations maliennes et la colonisation. Voilà un village qui s'est fait complètement massacrer par les colons et qui a résisté jusqu'au bout. Et c'était un 22 septembre. Et c'est d'ailleurs pour ça que Modibo a choisi cette date symbolique de 22 septembre 60 pour proclamer la République du Mali, solennellement. Et cette République du Mali a été proclamée dans quel contexte? C'est à la suite justement de ce qu'on a appelé la trahison de la France et du Sénégal, parce qu'il y avait un projet qu'on appelait la Fédération du Mali et qui avait été initié par les Maliens, les Soudanais d'alors. Donc Modibo Keïta et ses compagnons, Mamadou Bologo, Idrissa Diarra, j'en passe d'autres. Et c'était quoi ce projet? Donc ces projets, c'était pour essayer de ramener tous les pays d'Afrique francophone en indépendance ensemble, dans un seul bloc. Et justement, il y avait un piège qui avait été tendu avec la colonisation par rapport à ce qu'on appelait le référendum de 58. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé, donc les scissions, les désistements de la Haute-Volta, du Bénin, qui était le Dahomey, le Niger. Et ensuite, ça finit enfin entre le Mali et le Sénégal, et avec ce qu'on a vu après. Donc Senghor qui a arrêté les Soudanais, il est ramené à Kidira et a fermé la frontière et proclamé la République du Sénégal. Le Mali qui s'est battu pendant 2 mois pour essayer de contester cette indépendance en disant qu'elle a été instrumentalisée par des officiers français, puisque la gendarmerie française était contrôlée par un gendarme français, et Modibo n'avait pas les outils pour pouvoir contrecarrer, enfin, donc la crise a éclaté, bon, j'en passe rapidement. Mais le fait d'ailleurs que le Mali a gardé le nom Mali, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la même devise avec le Sénégal jusqu'aujourd'hui. Le Sénégal a mis juste l'étoile, et c'est les mêmes drapeaux et le même un peuple invite une fois. Donc ça montre justement le fait de conserver le nom Mali. D'ailleurs, Modibo le disait, le Mali va continuer à sonner comme un gong dans la conscience de tout ce qui régnait l'unité africaine, enfin j'en passe. Donc ça, c'est pour marquer l'ancrage panafricain et émancipateur du Mali. Bon, ce discours-là va ponctuer toute la période post-indépendance jusqu'à aujourd'hui, avec des hauts et des bas. C'est sûr qu'on le retrouve chez tous les chefs d'État maliens. Modibo Keïta, après lui, donc il y a eu Moussa Traoré. Moussa Traoré, on l'a vu dans ses discours, hein, donc la puissance de l'armée malienne, l'occupation du territoire. Et ensuite, quand on arrive dans la période de démocratisation, Konaré plusieurs fois avait refusé d'aller rencontrer Chirac à Dakar. ATT avait toujours refusé les accords de retour sur l'immigration de Sarkozy. Donc il y a toujours eu cette espèce de volonté de nous prendre en main. Mais, sauf que c'est ça, dans la réalité, on se retrouve toujours quand même avec des difficultés internes d'ordre institutionnel qui font que le système, à un certain moment, n'arrive pas, ou en tout cas traverse des périodes de turbulence. Comme on va le voir avec la crise du Nord, avec ces rébellions cycliques dans le Nord qui vont chaque fois donner un coup au pouvoir central et affaiblir l'État. Donc c'est ça qui va nous ramener un peu dans la situation actuelle, qui est composée de quoi? Donc l'irruption de l'armée sur la scène politique, c'était justement d'essayer de reprendre le territoire. Et cette reprise est en cours, elle est déjà donc faite depuis la reprise de Kidal, donc la reprise de Kidal qui s'est passée donc en novembre 2023. Et de quelle façon? Donc jusqu'à présent, tous les spécialistes, tous les analystes ont du mal encore à comprendre que Kidal était prenable. Et l'armée malienne l'a fait. Et ça, c'est une victoire énorme. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore tiré tous les enseignements de cet événement-là. Et moi, je me rappelle d'ailleurs, quand il y avait eu cette prise de Kidal, je disais que ça sera le début de la fin du terrorisme. Pourquoi? Parce que c'était à Kidal qu'était centralisé tout ce qui a déstabilisé et le Mali et via toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'était là que les groupes terroristes étaient sanctuarisés, ils avaient transformé toute cette région en zone de non-droit, avec donc des trafics, avec donc des armes, avec bien sûr tous les réseaux, les réseaux transfrontaliers, commerçants, armes, immigration clandestine, drogue pour aller en Europe.
et avec le truchement justement des officiers algériens. On le voit aujourd'hui avec la crise donc, entre le Mali et l'Algérie. Donc ça, c'est un peu pour fixer le décor. Donc le Mali veut reprendre son territoire et cette reconquête est quasiment achevée aujourd'hui. On l'a vu avec ce défilé extraordinaire qui s'est passé à Bamako pour les 65 ans, où là, on n'est plus au niveau des groupes armés. On montre clairement que le Mali peut agir sur n'importe quelle partie de son territoire parce que l'outil militaire a été réellement réhabilité. Voilà, entre Ibeka qui pleurait parce qu'il n'arrivait pas à avoir un seul hélicoptère Puma et qui était en plus désarmé, et aujourd'hui, quand on voit l'aviation malienne, quand on voit les moyens lourds, quand on voit les progrès qui ont été faits en termes de renseignement, c'est sûr que le Mali fait partie aujourd'hui des 10 armées du continent. Donc ce qui est une bonne chose, ça ne veut pas dire que le terrorisme est terminé, mais on voit bien que c'est des actions isolées, c'est des groupes qui sont dispersés, qui n'ont plus la capacité logistique qu'ils avaient justement quand ils avaient sanctuarisé tout un territoire. Et je rappelle que la région de Kidal, c'est presque 230 000 km², c'est 2 fois le Sénégal. Donc ce territoire a échappé à l'État malien pendant plus de 10 ans, et sous les yeux et à la barbe de la communauté internationale, notamment donc l'aménagement, la France et tout ça, j'en passe. Donc ça, c'est un peu pour fixer le décor. Donc on arrive de très loin, et en plus, le Mali a initié ce projet de l'AES qui donne justement des attributs de pouvoir, parce qu'on se retrouve avec 3 pays qui mutualisent brusquement leurs forces et qui veulent mettre en place une fédération. Une fédération avec un projet donc de prise en main de leur économie. On a parlé ici donc de la banque d'investissement qui va venir et probablement du franc CFA, la sortie du franc CFA qui va peut-être être une petite révolution dans la sous-région. Donc tout ça avec méthode, avec des réflexions, ils sont concentrés, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller, et c'est sûr que donc tout ça c'est positif. Bon, maintenant la réalité, c'est sûr qu'il y a du travail à faire, il y a une démarche pédagogique à mener, on a un système effectivement démocratique qui a été mis de côté le temps de mettre en place justement ces grosses balises, et ça c'est sûr que ça fait donc Flores. Aujourd'hui, le Mali est scruté, le Mali est écouté, le Mali est respecté partout dans le monde. Ensuite, il y a donc les positionnements géopolitiques que le Mali a pris, de choisir donc de s'aligner derrière la Russie et la Chine. Ça donne donc des effets parce que la coopération et l'accord de défense que le Mali avait avec la France n'a jamais porté. Pendant 10 ans, il y a eu tout ce qu'on a vu au niveau de la déliquescence de l'armée malienne, des casernes entières qui se faisaient canarder. Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous. Maintenant, la question, ça va être donc de comment reprendre en main notre économie et d'éviter les erreurs du passé. Les erreurs notamment de la période socialiste où la France a simplement contrôlé le Mali par ses voisins, donc par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, on a des dirigeants et le contexte international ne s'y prête plus, on n'est plus en guerre froide. Il faut que donc les atouts sont là, les ressources sont là. Par contre, il faut les mobiliser intelligemment. Et c'est ça qui doit être le leitmotiv des autorités. Et je pense qu'ils sont conscients de ces enjeux-là. Ensuite, donc, pour le reste, ça sera donc de remuscler la machine de l'État. On sait bien qu'un État, donc c'est quoi? C'est un pouvoir organisé sur un territoire. L'État malien vient de très loin. L'État malien a une très ancienne histoire. Le président, je crois qu'il l'avait évoqué par rapport à toutes nos structures précoloniales. Donc, depuis l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Shanghai, et ensuite l'écroulement des grands empires donne différents royaumes jusqu'à l'arrivée donc des Occidentaux. Donc tout ça pour dire simplement que la colonisation était une parenthèse, une petite parenthèse dans la longue histoire de ce pays. Et ce pays a une tradition millénaire de gestion de son terroir, de gestion donc de
de l'administration des fleuves. Je rappelle que sous l'Empire Songhai, il y avait déjà des creusements de canaux.